tu es à Paris en 68-69? Non, avant. Je suis arrivé à Paris en fin 64-65. Et en 68, tu y es encore ou pas? En 68, j'avais déjà quitté, j'étais à Bruxelles quand ça s'est passé, les grands événements, parce que là, à Paris, quand je travaillais, je m'ennuyais à crever. C'était encore à l'époque où l'école des Beaux-Arts était très rigide, avec ses colonnes doriques, etc. On nous avait enlevé le droit de peindre, il fallait d'abord dessiner avant de pouvoir travailler la peinture. Et moi, comme créole, si on m'enlève mes couleurs, c'est comme si que l'on me déshabille dans un hiver européen, c'est pas possible. Alors, j'avais un ami qui est peintre encore aujourd'hui, qui s'appelait Van den Bos, et que j'avais rencontré, et qui me dit, viens à Bruxelles, c'est beaucoup plus libre à Bruxelles. Et il était là-bas, à l'Académie royale de Bruxelles. Et j'ai été le voir, et je suis rentré là, et vraiment c'était une vraie merveille. C'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre. Il travaillait là aussi, on a travaillé ensemble un petit temps, c'était vraiment superbe. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer la peinture belge, qui m'a époustouflé aussi. J'ai regardé de près Père-Méquet, j'ai regardé de près Delvaux, j'ai regardé de près Magritte, et en regardant tout ça, ça m'a fait écouter de près Brel, parce que c'est un peu la même chair, la même trame, tout ça. Tous ces artistes-là n'auraient pu être produits que par la Belgique, espèce de pays coincé, déchiré entre 3 ou 4 pays européens, comme ça, qui avec des complexes, des tourmentés extraordinaires. Et c'est là où j'ai appris à découvrir, en fait, un travail sur ces émotions. Travailler mes émotions. Travailler mes complexes. Parce que vous savez, ici, dans les îles, on est de grands complexés. Oui, ça se sent. On est complexé de l'Europe. On est complexé de l'Asie. On est complexé de l'Amérique. On se sent tellement petit qu'on n'a pas envie, parfois, comme le courage de se dire « Mais attendez, écoutez, je suis là moi aussi et j'ai quelque chose à dire. » Ça vous donne aussi de l'arrogance. Et ça nous donne l'arrogance parce que c'est une réaction du complexe, l'arrogance. Alors on joue au complexe, je trouve ça beaucoup chez les Mauriciens, au complexe de supériorité. Mais il n'y a pas de complexe de supériorité. Complexe veut dire infériorité. Et le jour où on réalise ça, et c'est en causant beaucoup avec Malcolm de Chazal que j'ai appris ça aussi, c'est qu'un jour, on se dit, nous avons quelque chose à dire. Nous avons ici une image merveilleuse du pas sérieux d'un monde en cravate. Nous avons ici quelque chose à montrer aux gens. Nous avons des couleurs, de la lumière, de la gaieté, une spontanéité de vivre, un côtoiement perpétuel avec toutes les races qui vivent ici. Et nous prouvons tous les jours au monde que tout ça peut se faire en toute gentillesse et enrobé d'une lumière et d'une couleur merveilleuse. Alors, à ce moment-là, on prend l'idée et on l'exécute de se débarrasser de nos complexes et de dire aux gens, demandez-nous quelques questions. Nous, on ne nous pose jamais de questions, on vient se foutre le ventre au soleil chez nous, on ne nous demande rien, puis on repart, on dit c'était super. Mais pour revenir à ce que je viens de dire, on ne pense pas pareil à Paris qu'à Port-Louis. Et il faut nous poser cette question. Pourquoi? Pour nous comprendre. Et pour nous comprendre, c'est peut-être la chose la plus difficile qui soit au monde, de comprendre un insulaire et peut-être de comprendre un Mauricien.
parce que nous sommes on dit, ben vous les marxiens, vous n'avez plus rien à prouver. Nous sommes la preuve. Nous n'avons plus rien à prouver parce que nous sommes la preuve. Nous sommes la preuve que les 5 poissons que nous sommes, qui vivons dans le bocal mauricien, nous sommes la preuve que tout ce monde-là peut vivre ensemble. Que je peux emprunter à n'importe quel moment un bout du sari de l'hindou et de la jupe de la danseuse de Sega et mettre ça sur ma toile ou dans la pensée que j'écris. Donc, nous sommes la preuve que nous avons à dire. L'homme ne finira jamais de se détruire lui-même. Et, inconsciemment, en passant par l'évolution, c'est-à-dire, c'est quoi l'évolution? C'est se donner tous les jours un petit peu plus de confort. Parce que quand il était dans les grottes, quand il s'asseyait sur la pierre, sa fesse et ses fesses faisaient mal. Alors, il a mis une peau de bête un jour dessus, ça a fait moins mal. Et puis, il a appuyé son bras pendant qu'il travaillait, et son bras faisait mal. Et puis, il a ajouté un petit truc là qu'il a fait, qu'il a mis autour de son bras. Tout ça, c'est l'évolution. Et puis, il s'est couvert parce qu'il avait un peu trop froid. Et puis, il a tressé des lianes, il a fait une corde, il s'est balancé avec... Tout ça, c'est l'évolution. Toute l'évolution est la preuve de l'intelligence de l'homme, mais qui est en même temps au détriment de l'homme. L'homme est un animal qui se détruit lui-même, tout le temps. Les autres animaux ne se détruisent pas eux-mêmes parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas à se détruire ni à s'améliorer, ils sont parfaitement dans leur peau ce qu'ils sont. Alors l'homme, lui, il veut tout le temps améliorer. Et c'est arrivé, chose assez extraordinaire que moi je crois, c'est que le jour où l'homme s'est rendu compte que son pouce faisait ça. Alors quelqu'un l'a emmerdé, un animal ou un autre homme, et il a attrapé un morceau de bois comme ça. Et il a dit, maintenant tu viens, je te casse la gueule. Tandis que les autres attrapent comme ça. Et ils n'ont pas de prise. Voilà, l'intelligence de l'homme vient de là. Et à partir de là, il ne fait qu'améliorer son sort à son détriment. Ceci dit, voilà l'homme. Maintenant... Mais dès le départ, il commence à peindre. Dès le départ, il commence à peindre il y a 25 000 ans parce que il y a un gars très intelligent avec qui j'étais ami, qui est mort maintenant. Un jour, on m'avait donné un hôtel à décorer en Afrique, qui se trouvait sur une plage avec une mer assez démontée dehors, etc. Un petit hôtel. Et ce petit hôtel était complètement pouilleux, il fallait tout refaire. Et un jour, il est venu me voir à l'hôtel, j'étais en train de travailler, il m'a dit, bah, écoute, tu sais ce qu'il faut faire ici? Il faut que tu jettes dehors tout ce qu'il y a dans cet hôtel et que tu mettes à l'intérieur tout ce qu'il y a dehors. Et c'est une phrase que je n'oublierai jamais. Voilà exactement ce qu'il fallait faire. Et quand l'homme a commencé à peindre, pour 2 raisons. Quand il a été décoré ses grottes, il est venu raconter à sa famille, à ses gens, parce que j'ai vu quand on visite Lascaux ou Pêche-Merle, on voit qu'ils sont venus avec leurs enfants à la peine. Et ils sont venus raconter leur histoire. Et en racontant leur histoire, ils sont venus en même temps décorer la grotte. Ils sont venus mettre à l'intérieur ce qu'il y avait dehors. Et ça, c'est une réaction très humaine. C'est là que l'art est né, parce qu'on connecte avec le beau et on veut qu'il vous suive partout.
Et c'est comme ça, c'est commencé à observer. Alors, pour peine dans sa grotte. Et c'est aussi la conscience de l'après-soi. Mais c'est la conscience inconsciente de l'après-soi. Parce que d'abord, ça a été l'observation de la fleur qui pousse, de l'animal qui passe, de celui qui chasse, de tout ce qui se passe dans l'univers. Le fait de s'accroupir ou de s'asseoir et d'observer, et puis de reproduire. D'abord, ça a été ça. Et quand ils se sont trouvés dans cet environnement, qu'ils ont observé, qu'ils les côtoyaient tous les jours, ils ont voulu mettre ça à l'intérieur. Parce que l'ambiance que ça avait créée autour d'eux, ils voulaient la prendre avec eux, dans leur endroit. Ils voulaient s'endormir avec. Ils voulaient se réveiller avec.